Voilà, on va commencer. D'abord, je voulais remercier notre invité ce soir, Noémie Ramadi, qui nous fait la gentillesse d'être avec nous ce soir en direct d'Israël. Et donc, elle va nous parler ce soir du bon œil et elle vous expliquera tout ça et vous pourrez poser vos questions à la fin de la conférence de Noémie. Noémie, c'est à vous, encore en vous remerciant d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, merci à vous. Alors, bonsoir à tous. Je me présente, je suis Noémie Ramadi, j'habite en Israël, ça fait 14 ans et demi maintenant. Voilà, je suis maman de 5 enfants, grâce à Dieu. Et voilà, ça fait depuis quelques années, en parallèle, dans le fait que je sois prof en lycée, je suis aussi formatrice pour parents. Formatrice avec la méthode Schaeffer. Donc, en fait, c'est une méthode que j'ai découverte en tant que maman. Et ça m'a totalement changé ma vision de l'éducation, ma vision de la vie en général. Et depuis, je crée donc des ateliers pour les parents. Donc, j'ai étudié et je suis diplômée maintenant pour justement faire des ateliers pour parents. Et pour aider, en fait, pour moi, c'est vraiment une shlichut, ce que je fais. Et pour aider les parents justement à apprécier et à vivre une parentalité saine et heureuse. Alors, la semaine avant Pessah, voilà, ça fait juste une semaine avant Pessah, j'ai pensé que j'aimerais parler du bon œil. Donc, je vais commencer par une histoire assez fréquente et après, on va dérouler sur le sujet. Donc, ça a déjà dû vous arriver, ce genre d'histoire. C'est une histoire assez générale. Vous allez passer Shabbat ou un dimanche chez vos parents ou chez vos beaux-parents et tout se passe bien. Arrive le moment du repas. Et, et votre maman ou votre belle-mère dit ah, si vous mangez bien, vous aurez une petite surprise après. Et là, il y a un de vos enfants qui fait un caprice parce qu'il veut la surprise tout de suite. Alors, il y a une petite altercation, voilà, ça dure 10-15 minutes, et puis après, votre maman arrange l'histoire, et puis voilà, tout s'arrange. Et après, la journée continue de se passer correctement. Alors maintenant, d'habitude, je pose cette question-là, mais bon, en conférence, je vais y répondre moi-même. Donc, à chaque fois, je demande à la fin de la journée, sur le chemin du retour, de quoi vous allez parler avec vos enfants. Et là, il n'y a pas un parent qui ne me dit pas sur le fait qu'il a fait un caprice pour avoir la petite surprise pendant le repas. Ça loupe jamais, ça loupe jamais. À chaque fois, c'est la réponse qu'on me dit. Et en fait, moi, je vous dis sur 4-5 heures de visite, c'est vraiment 4-5 heures de visite, où tout s'est globalement bien passé, on parle des 15 minutes négatives qui se sont passées. Alors pourquoi? Pourquoi c'est de ça qu'on parle? Parce que nous, en tant que parents, on veut éduquer. On veut améliorer le comportement de nos enfants. Et en fait, on fait cela par amour. Ça ne vient pas du tout d'un mauvais sentiment. Bien au contraire, on veut vraiment améliorer nos enfants. Mais lorsque je veux éduquer dans ce moment-là, c'est plutôt vouloir faire faire le bien, d'accord? Contrôler mon enfant pour qu'il se comporte bien. Donc, automatiquement, quand mon enfant se comporte bien, alors je ne m'en occupe pas, je ne m'en mêle pas, d'accord? Par exemple, voilà, on est sorti de Shabbat, on n'a pas dit à nos enfants à la fin de Shabbat, bravo, tu as réussi à faire Shabbat. Et alors, pourtant, c'est quelque chose de bien, et ça, on s'en rend pas compte. Mais on se préoccupe donc justement de manière générale du mauvais comportement pour pouvoir l'améliorer. Et en fait, quand on fait ces remontrances-là dans les mauvaises choses, est-ce qu'on atteint notre objectif? Est-ce que quand vous allez faire cette remontrance-là à votre enfant qui s'est mal comporté, est-ce que c'est obligé que la prochaine fois que vous allez retourner chez vos beaux-parents ou chez vos parents, il ne va pas se recomporter de la même manière? Il ne va pas refaire ce caprice-là. Et en général, ça peut marcher une fois, ça peut marcher 2 fois, mais en général, c'est des comportements qui reviennent sur eux-mêmes. Alors peut-être qu'il y a une autre solution. Alors avant de parler de cette autre solution, d'habitude, voilà, je pose encore une fois la question et les gens me répondent. Lorsqu'on fête notre anniversaire, d'accord, et nos amis nous bénissent, d'accord. Alors comment est-ce qu'ils nous bénissent? Alors c'est par exemple que tu sois toujours heureuse, que tu sois toujours en bonne santé, etc., etc. D'accord. En fait, nos amis, notre famille,
nous souhaite des bonnes choses dans le futur. D'accord? On pense que bénir une personne, c'est que par la suite, elle ait du bon dans le futur. Maintenant, j'aimerais parler de qu'est-ce qu'une bracha, la vraie bénédiction, qu'est-ce que c'est? Et ça, on l'apprend dans la paracha de Bilam et Balak. Là-bas, on comprend ce que c'est réellement une bénédiction. Je fais juste une petite parenthèse. Si vous avez voilà, un crayon, une feuille, et vous pouvez écrire vos questions au fur et à mesure pour à la fin, comme ça, ne pas oublier. Alors, qu'est-ce qu'une bénédiction? C'est dans la paracha Bamidbar, dans le livre Bamidbar, Pérec 23, Passouk 9, Balak, le roi de Moab, demande à Bilam de venir maudire le peuple juif. D'accord? Bilam, c'est son métier. En fait, il maudit. C'est un prophète, il dit des mauvaises choses. Donc, Balak, le roi de Moab, appelle Bilam et il lui montre le peuple. Et il lui dit, Bilam dit à Balak, je le dis ça dans mes mots, d'accord? Vous pouvez aller vérifier dans la Torah exactement ce qu'il y a écrit. Et Bilam dit, en fait, c'est un peuple, le peuple juif, c'est un peuple qui vit seul et n'appartient à personne. Et il se souhaite d'être comme eux. Et là, Balak dit à Bilam, je t'ai dit de les maudire, et toi, tu les as bénis. Alors, qu'a fait Bilam, en fait? Il n'a pas souhaité au peuple juif, il n'a pas souhaité des bonnes choses. Il a tout simplement décrit une situation positive. En fait, il a décrit des bonnes choses qu'il a vues. D'accord? Ce qu'il voit, et ce qu'il voit, c'est le bien. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est une bracha, une bénédiction? C'est la description d'une bonne situation, d'une bonne chose. D'ailleurs, quand on fait, par exemple, la prière sur l'eau ou sur, voilà, quand on fait chez Akol, Nia Bitvaro, Barou Chata Hashem, on bénit, d'accord? Chez Akol, Nia Bitvaro, que tout vient de lui. Donc, on décrit une chose encore une fois. C'est ça une bracha. Et si on prend la langue française qui est quand même assez riche, une bénédiction, béné, c'est le bien, et diction, c'est la parole. Donc, une bénédiction, c'est dire le bien, et c'est aussi, si on peut, voilà, c'est voir le bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cela? Pourquoi voir le bien, c'est une bénédiction? Et en fait, c'est réel. Le bon multiplie le bon, en fait. Lorsqu'on met toute notre énergie dans le bon, tout devient bon. Alors, il y a une époque en Israël où au cinéma, en fait, c'était vraiment dans les débuts. Au cinéma, quand les gens allaient voir un film, alors ils ne voyaient pas des pubs de Magnum et de Glace, des extraits du prochain film. En fait, ils mettaient voilà, par exemple, cette semaine, Israël a construit une route. Cette semaine, tel chercheur a trouvé telle ou telle chose. Et en fait, si vous voulez, c'était une période en Israël où il y a vraiment eu un très, très grand développement. Et les gens étaient vraiment heureux. C'est-à-dire, il y avait vraiment un bon œil dans le pays. D'accord? Il y a une histoire que j'adore. C'est une copine à moi qui est prof, et prof en primaire. Et elle raconte que voilà, le mercredi, c'était son jour de congé, parce qu'en Israël, les élèves étudient tous les jours. Et la prof principale, elle a un jour de congé quand elle choisit. Et donc, elle était en congé le mercredi. Et à chaque fois, le mercredi, c'était les autres profs qui gardaient sa classe. Et à chaque fois, ça partait vraiment, vraiment en bazar, et les élèves se comportaient très, très mal. Et le jeudi, quand cette prof-là revenait, alors à chaque fois, tous les autres profs se plaignaient. Voilà, un tel a fait ça, un tel a fait ça. Et voilà, et donc le jeudi, en fait, c'était journée punition pour la classe, discipline, etc., etc. Et il y a une prof dans cette école-là qui a étudié la méthode Schaeffer, et donc justement qui a entendu ce cours-là sur le bon œil, et qui a dit dans la salle des profs, et si au lieu de dire les mauvaises choses que vous voyez sur ces élèves, vous prenez un carnet et vous écrivez toutes les bonnes choses que vous voyez chez les élèves le mercredi, toutes les bonnes choses qu'ils ont faites. Vous l'écrivez dans ce petit carnet. Et effectivement, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que les profs, le mercredi, ont commencé à essayer de se concentrer sur le bien, de voir le bien. En une semaine, c'était réglé. Il n'y a plus jamais eu de problème. Après, il y avait des petits problèmes, des petits soucis, comme dans toutes les autres classes, mais ça a disparu, cet effet-là dans cette ampleur-là. Et voilà. Et donc, la prof a été bien, bien contente, et les autres profs aussi, et la classe
a complètement changé de caractère. Voilà. Le rabbi de Lubavitch aussi disait qu'un hôpital en Israël, en hébreu, ça s'appelle Bet Holim, la maison des malades. Et le rabbi de Lubavitch a toujours dit que c'était mieux d'appeler Bet Refoua, la maison de la guérison. Et que si on appelait les hôpitaux maison de la guérison, il y aurait beaucoup plus de bracha, justement, dans la guérison des malades. Donc ça, c'est encore une fois une autre manière de voir les choses, de faire grandir le bon afin que le bon se multiplie. Alors maintenant, je vais parler de Rabbi Nachman qui nous dit que lorsqu'il y a un paquet ou un sac qui sent mauvais, on peut prendre l'exemple d'un sac poubelle, c'est seulement si on le remue, d'accord, ce sac, que la mauvaise odeur se propage. Si je le laisse dans son coin, je ne le sens pas, je ne m'en préoccupe pas. Un sac poubelle dans un coin ne dégage pas d'odeur. Alors que quand c'est qu'il va commencer à dégager une odeur, quand je vais le remuer, quand je vais m'en approcher, quand je vais vraiment me mêler de ce sac. Mais donc c'est exactement la même chose. Lorsque je m'occupe du mal, il se multiplie. Donc le bien multiplie le bien et le mal multiplie le mal. On peut voir dans les histoires, par exemple, des suicides. Je sais qu'en Israël, ils avaient publié qu'une maman s'était suicidée. Et puis après, il y a eu 2-3 autres cas. Il y a eu aussi une histoire de braquage d'une personne qui a commencé à braquer les banques en Israël avec une moto. Et il a fait énormément de bruit parce qu'il y avait déjà eu ça et on n'arrivait pas à l'attraper. Parce qu'en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il braquait la banque, il montait sur sa moto et la moto, il la rentrait dans un camion et après, plus personne ne le trouvait. Et donc, ça a été énormément publié. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, ils ont découvert qu'il y avait 2 braquages à la moto dans 2 endroits différents. Donc là, ils ont compris que ça commençait à se propager. Donc, ils ont demandé à un expert en communication qu'est-ce qu'il pense, comment est-ce qu'on pourrait faire pour arrêter justement cette propagation. Et l'expert en communication a dit à la police israélienne de ne plus publier, d'arrêter de publier dans les journaux. Donc, si vous voulez, il y a eu une sorte de contrat avec les journalistes qu'on ne publie plus. Et effectivement, ça s'est arrêté, ça s'est complètement estompé, on n'en a plus jamais entendu parler. Alors, j'aimerais vous montrer un petit film, enfin, ça dure vraiment 5 minutes, même pas. Alors, voilà. Il n'y a pas besoin d'entendre ce qui se passe. Alors, en fait, c'est des joueurs de basket et vous devez compter les passes des joueurs blancs. D'accord? Donc, je vous laisse observer. C'est bon, vous voyez? On voit, pas de problème. Oui, c'est bon. Génial. Alors, on compte les passes des joueurs blancs. Alors, bon, normalement, on me répond combien de passes vous avez compté. La bonne réponse, c'est 15 passes. Mais là, et on vous demande, est-ce que vous avez vu passer le gorille? Alors, ceux qui connaissent le film l'ont forcément vu. Ceux qui ne connaissent pas le film, en général, personne n'a vu le gorille passer. Maintenant, vous le voyez puisqu'on vous l'a dit. Voilà, donc là, je n'ai pas trop de retour, effectivement, parce que je ne vous vois pas, je ne vous entends pas. Mais voilà. Mais en gros, c'est voilà. En général, les gens ne voient pas le gorille. Donc, j'espère qu'il n'y a pas eu de... Alors, attention, pourquoi ça ne marche plus? Voilà, c'est bon, je suis là. C'est bon? Vous m'entendez? On vous entend, mais on ne vous voit plus. Ah bon? Et maintenant? On vous entend toujours, mais on ne vous voit toujours pas. Oh là là. Alors, 2 petites minutes. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. C'est les dégâts du Zoom. Mais bon, d'un autre côté, ça me permet d'Israël d'être ici. Bon.
Voilà, c'est bon? Vous me voyez? Non. Alors, je vais essayer. Et maintenant? Non. Sinon, déconnectez-vous et peut-être reconnectez-vous et je vous réaccepte. Ouais, d'accord. Ok. Excusez-moi, alors on fait ça. Alors, juste 2 petites secondes. On va voir si on arrive à récupérer l'image de Naomi. Voilà, on l'a récupéré. Voilà, c'est bon, Noémie. Voilà, c'est bon. C'est bon? Ouais, je suis vraiment désolée. Ça m'embête. Alors, attendez, par contre, là, j'ai un autre truc qui me... Voilà, je vais sortir de ça. Du coup, je pense que je vais pas faire de... Je vais pas faire de partage d'écran. Ça me pose des problèmes, je pense. Je vais vous les envoyer, Stéphane, et puis vous les... Ok, avec plaisir, pas de problème. Merci. Bon, alors je reprends. Pourquoi je vous ai montré ce film du gorille? En fait, donc encore une fois, en général, les personnes qui ne connaissent pas ce petit film ne voient pas le gorille. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec vous. C'est en fait pour vous montrer que notre vision, elle est sélective. En fait, on choisit quoi regarder et dans quoi nous concentrer, consciemment et inconsciemment aussi. D'accord? Maintenant, si je laisse le mauvais côté, je gagne 2 choses. C'est-à-dire qu'en fait, je peux choisir, d'accord, de ne pas regarder le mauvais et de me concentrer dans le bien. D'accord? Et si je laisse le mauvais côté, je gagne 2 choses. La première, c'est que je vois les choses en proportion. D'accord? J'arrive à faire la part des choses. C'est pas si grave, c'est pas si. D'accord? La deuxième chose, c'est que je ne donne pas au mal le droit d'exister en lui-même. Je vais reprendre ces deux choses-là qu'on gagne avec l'exemple du sac poubelle de Rabbi Nachman. D'accord? Si je mets la poubelle de côté et que je ne m'en mêle pas, que je ne bouge pas le sac, je fais la part des choses. Ce n'est pas obligé de prendre de la place dans ma vie. D'accord? La mauvaise odeur. Ce n'est pas obligé de prendre de la place. Deuxième chose, ça ne fera même pas d'odeur si je ne m'en occupe pas. En fait, Alors, on a un problème de connexion. Noémie, on vous a perdu. Hop. ok. Bon, je suis désolée, j'ai un problème avec mon ordinateur. C'est la première fois que ça m'arrive. Du coup, je vais continuer sur mon téléphone. Vous m'entendez? Oui. Voilà. Bon, désolée. Je vais continuer sur le téléphone et puis tant pis. 2 minutes. Il faut juste vous déconnecter de l'autre alors à ce moment-là parce que sinon on va galérer. Et le problème, c'est qu'il bug, donc je vais le mettre dans une autre salle. Excusez-moi, vraiment, c'est la première fois que ça m'arrive. Bon. Ok. C'est bon. C'est bon, on est tout bon. Désolée. Donc,
l'obscurité, si vous voulez, elle n'existe pas en elle-même. D'accord? Si vous remarquez, quand il fait noir, en fait, c'est parce qu'il n'y a pas de lumière. Merci. Donc, en fait, le ciel, j'ai une photo. Bon, bah, je ne peux pas vous l'envoyer. Je vous enverrai tout après par Stéphane, parce qu'en plus, comme je suis sur mon téléphone maintenant, bah, c'est un peu problématique. Bref. Si vous voyez, en fait, le ciel gris, d'accord? Les nuages, la pluie, etc. Moi, ce qui m'a toujours impressionné quand je prenais l'avion et qu'il pleuvait, c'est que l'avion, il monte, il monte, il monte, il monte. Et en fait, au-dessus du gris, on retrouve la lumière. Il n'y a plus rien, en fait. L'obscurité, elle n'existe pas en tant qu'elle-même, mais si vous voulez, il y a de la lumière. Et quand on enlève la lumière, alors il y a de l'obscurité. Mais elle n'existe pas en tant qu'elle-même, cette obscurité. D'accord? Alors, qu'est-ce que le bon œil? Le bon œil, c'est voir le bien. D'accord? C'est bénir. Maintenant, je vois le bien dans mon enfant, je le bénis. Je vois le bien dans ma maison, je la bénis. Je vois le bien sur mon mari, je le bénis. D'accord? C'est voir le bien. Alors maintenant, lorsque Bilam bénit le peuple, alors Balak l'emmène dans un endroit en hauteur, parce qu'il a vraiment, vraiment envie que Bilam maudisse le peuple. Donc il l'amène pour voir les bassesses, un peu les côtés bas du peuple. Il y a un autre endroit où il y a un petit peu les côtés un peu plus bas du peuple. Et donc, il l'emmène en hauteur, comme ça, sur une petite montagne, pour qu'il puisse observer là-bas les gens un petit peu moins bien. Et là, Bilam, qu'est-ce qu'il dit? Encore une fois, c'est dans mes mots. C'est un peuple très pudique. D'accord? Il dit que le peuple est très, très pudique. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il voit en hauteur? Il voit que les tentes ont été installées, que chaque porte, d'accord? Chaque entrée de tente, elles sont l'une derrière l'autre. Elles ne sont pas l'une en face de l'autre. Et si vous voulez, et donc du coup, personne ne voit ce qui se passe chez le voisin. Et en fait, il décrit encore une fois une belle description. Et au grand malheur de Balak, il bénit de nouveau le peuple. Et en fait, le bon œil, c'est aussi un outil pour voir son prochain de loin, d'avoir une vue d'ensemble et de ne pas voir chaque petit bouton, chaque petit défaut. D'accord? Par exemple, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, je ne sais pas, d'être au cotel, par exemple, de venir au cotel dans des moments où il y a énormément, énormément de monde. Par exemple, les Birkat Kohanim ou avant les fêtes, etc. C'est blindé, blindé de monde. Et en fait, moi, ça m'est déjà arrivé quand j'ai fait l'Alia, on nous avait amenés et on est tous serrés, on n'arrive pas à avancer et puis ça sent un peu la transpiration, il fait chaud, on est les uns sur les autres. Et la seule, on ressent un petit peu, voilà, cette c'est beau, etc. Mais on a quand même un petit peu envie de s'éloigner. Et le lendemain, dans le journal, il y a une photo magnifique qui a été prise par un avion où on voit justement de haut, vu d'ensemble, tout le peuple juif avec les Kohanim qui font la Birkat Kohanim. Et c'est la photo la plus merveilleuse, la plus émouvante que j'ai jamais vue. Mais sauf que quand on est à l'intérieur, eh ben, on ne ressent pas exactement la même chose. Et en fait, si vous voulez, le bon œil, ça nous donne encore une fois un outil pour regarder de loin. Face à mon enfant, par exemple, le voir du bon œil, c'est aussi prendre du recul, d'accord? Et de regarder combien, dans l'ensemble, mon enfant est merveilleux, que son âme est merveilleuse. Des fois, on est très, très préoccupé, on est très concentré. Vous savez, comme si vous allez prendre une photo, que vous allez faire un zoom. Alors, on voit chaque petite chose, on voit chaque petit défaut. Alors que si je prends du recul et que je vois la photo de plus loin, dans l'ensemble, elle est vraiment merveilleuse. Alors, je ne dis pas, d'accord, que je dois accepter ou être d'accord avec un comportement négatif. D'accord? Parce que ça, c'est toujours une question qui monte. OK, ben mon enfant, il a un comportement négatif, j'arrive pas à voir le bien. Je ne dis pas d'être d'accord, d'accord? Je ne dis pas d'accepter, mais je dis que le bon œil, on le fait sur l'enfant et pas sur son action. Et mon enfant, en lui-même, il est bon. D'accord? Et je cherche et je vois le bon en lui. J'aimerais vous raconter on va laisser un exemple, d'accord? Imaginez que votre grand-mère, elle vous laisse en héritage et vous recevez comme ça l'héritage de votre grand-mère ou de votre arrière-grand-mère, un bloc de boue, un gros bloc de boue. Alors vous dites, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bloc de boue là? Non mais elle se moque de moi un petit peu quand même. Enfin, et là, s'il y a quelqu'un qui vous dit, en fait, ce bloc de boue, à l'intérieur, il y a un diamant très, très cher.
Mais en fait, votre grand-mère, elle a vécu plein de choses, des pogroms, etc., etc. Elle n'a pas voulu montrer ce diamant. Et donc, elle l'a mis dans un bloc de boue, elle le mettait à sa fenêtre, et comme ça, elle était sûre que personne n'allait voler ce bloc de boue. Mais à l'intérieur, il y a un diamant. Mais ce diamant-là, vous ne le voyez pas. Mais vous savez qu'il existe. Comment vous allez prendre cet héritage-là finalement? Vous allez être fou de joie parce que vous savez que même si vous voyez maintenant ce bloc de boue, vous savez qu'à l'intérieur, il y a un diamant. Et bien, des fois, c'est exactement pareil avec nos enfants. C'est pas des fois, c'est souvent que nos enfants ont un comportement qui est très, très négatif et on est concentré là-dedans. Mais en fait, sous ce comportement très, très négatif, il y a ce diamant, il y a cette merveille. D'accord? Et grâce à la vision sélective, et que je peux aussi le voir de loin, de tout ce qu'on a parlé, d'accord? Je peux quand même choisir de faire le bon œil sur mon enfant et le voir de loin et savoir qu'à l'intérieur aussi, il y a du bon, d'accord? Maintenant, je réponds aux questions qu'on me pose très souvent dans les ateliers. C'est bon, alors, c'est un petit peu faire l'autruche en fait. On met la tête sous le sable et on ne voit pas le mal. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, qui est très problématique pour les parents, c'est alors en fait, on n'éduque pas nos enfants. Si on ne voit pas le mal, on ne les éduque pas. Alors, je vais répondre à ces deux questions-là, si vous vous les êtes posées. Alors, déjà, je ne dis pas de faire l'autruche, mais de voir le bien, de voir le diamant à l'intérieur, de me concentrer dans le bien. On a vu qu'on avait la vision sélective. On peut choisir ce qu'on regarde et de voir le bien. Ça ne veut pas dire de faire l'autruche. Non, c'est tout simplement me concentrer dans quelque chose d'autre. D'accord? Et aussi de voir le bien et de faire, si vous voulez, de choisir de regarder le bien, c'est assimiler que je n'ai pas le contrôle sur personne, sinon moi-même. Mon enfant, je ne peux pas le contrôler. Je ne peux pas l'obliger à faire des choses et je ne peux pas le manipuler. Voir le bien, c'est mon affaire. Et si vous voulez, c'est ça que j'apprécie énormément dans ces ateliers. Je vais juste chercher mon... Je n'avais pas prévu de faire sur mon téléphone et j'ai pas de batterie. Donc, excusez-moi, 2 minutes. Je suis un petit peu embêtée de devoir m'arrêter comme ça. Les joies du direct. Voilà, c'est les joies du direct et de l'électronique. Mais bon, c'est pas grave. Hop, c'est bon. On arrive à s'en sortir, c'est l'essentiel. Voilà. Hop. Excusez-moi. Et c'est bon. Voilà. Donc, si vous voulez, en fait, et ce que j'aime aussi dans cette méthode, c'est que c'est quelque chose de réel. En fait, je ne peux contrôler personne d'autre sauf moi-même. Nous, on est toujours, en général, dans la vie, occupés par les affaires des autres. Il aurait dû faire ça, il aurait dû dire comme ça, que ce soit avec notre mari, avec nos enfants, avec notre boss, avec peu importe. Et en fait, si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne peut changer que soi-même, uniquement. C'est mes affaires. Et de faire le bon œil, c'est mes affaires. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que je ne dépends de personne. Je n'ai besoin de manipuler personne, d'essayer de contrôler personne. En plus, c'est une perte d'énergie de faire ça. Mais je choisis, moi, de sélectionner ma vision dans le bon. D'accord? Ça, c'est la première chose. Donc, ce n'est pas du tout faire l'autruche, mais au contraire, c'est se concentrer dans quelque chose d'autre qui est beaucoup plus positif et qui me donne beaucoup plus d'énergie. Parce que c'est très souvent perdre de l'énergie de voir le mal et d'essayer de contrôler les autres, puisque de toutes les façons, il n'y a aucun résultat. Ensuite, par rapport à l'éducation, quand les parents me disent alors on n'éduque pas nos enfants. Et là, j'aimerais vous parler, mais alors je vais en parler très brièvement, d'accord? C'est vraiment, là, c'est un petit peu le but de l'atelier. En fait, nous avons reçu nos rôles de parents. De qui est-ce qu'on a reçu nos rôles de parents? De Dieu. C'est lui qui nous a choisis, d'accord, pour être parents. C'est lui qui nous a donné ce rôle. Maintenant, nous sommes les parents les plus qualifiés et les plus adaptés pour nos enfants. Il y a un midrash qui raconte d'ailleurs que les neshamot de nos enfants, c'est elles qui nous choisissent, qui choisissent les parents. Donc ça, je trouve que c'est quand même un très, très beau midrash. Et en fait, si vous voulez, nos valeurs profondes qu'on a, nos enfants, ils les font, ils coopèrent avec, en général, sans qu'on leur en parle, sans qu'on leur dise.
Par exemple, vos enfants, même un enfant de 3 ans, un enfant, vous pouvez vous dire, il ne comprend pas vraiment ce qu'il fait. Le Shabbat, d'un coup, il ne va pas jouer avec ces jeux qui sont mouktés. Il va même dire le mot moukté, mais il ne sait pas vraiment ce que c'est. Ou alors, un enfant qui va manger, il va vérifier qu'il ne mange pas du lait dans des assiettes de viande. Ou alors, même pour les gens pas religieux, par exemple, et même pour les religieux, peu importe, quand on monte dans la voiture, en général, les enfants, ils font pas toute une histoire pour se faire accrocher la ceinture. Alors, je vais vous dire un exemple tout bête, mais on n'a en général aucun enfant qui va sortir tout nu dans la rue, il va s'habiller le matin. C'est des choses fondamentales, c'est des valeurs qu'on a, mais c'est des choses dont on ne parle pas avec nos enfants. On les a jamais éduqués, c'est-à-dire on leur a jamais expliqué qu'il fallait s'habiller pour sortir. Ou alors aussi, on leur a jamais expliqué qu'il fallait pas tuer, par exemple. Mais on n'a pas peur que notre enfant, demain, ait tué quelqu'un. Et en fait, si vous voulez, les endroits où on n'arrête pas de répéter et de répéter, de répéter, par exemple, va ranger ton sac, range ton sac, range ton sac, va ranger ta chambre, ça, on le dit 15 fois. Et en fait, on croit qu'en répétant, en répétant, en répétant, si on ne répète pas, on n'éduque pas. Et là, je vous laisse un petit peu réfléchir, la réflexion pendant les fêtes, que justement, les choses qui sont vraiment ancrées chez nous, d'accord? Là, on n'a pas besoin d'en parler avec les enfants, ils le font automatiquement. Et les choses dont on n'arrête pas de répéter, si on le répète, ça veut dire qu'ils ne le font pas. Donc, au final, qu'est-ce que c'est l'éducation? Ça, on en parle dans l'atelier. Je veux pas, c'est vraiment, voilà, c'est un sujet énorme, énorme, énorme. Mais l'éducation, au final, c'est pas de faire forcément des réflexions dans le mal. D'accord? Parce que même, on a bien remarqué, si vous réfléchissez un petit peu dans les cas que vous avez à la maison, si par exemple votre enfant a fait quelque chose de mal et que vous allez lui dire, ça ne va pas l'empêcher de recommencer la semaine d'après ou le mois d'après ou ou quelques jours après. Et en fait, moi, j'aime comparer les parents à un phare. Alors en fait, j'aime comparer le parent à un phare. Et en fait, si vous voulez, le phare, il éclaire. Il éclaire les bateaux, d'accord? Mais le phare, il descend pas dans l'eau. Il va pas dire au bateau, fais attention, là, il y a un rocher. Fais attention, allez, faut rentrer, faut rentrer. Le phare, il est là, il bouge pas et il éclaire. Et il permet. Il y a une différence entre permettre ou vouloir contrôler. Le phare, il permet aux parents, aux bateaux, pardon, de rentrer sur le port. Il y a des bateaux qui vont aller refaire un tour et après venir. Il y a un bateau qui va s'écraser quand même sur un rocher, mais après, il va quand même réussir à rentrer. Il y a des bateaux qui vont rentrer. Peu importe. Moi, j'aime comparer le parent à ce phare-là, justement, qui éclaire et qui permet à son enfant de venir à lui. Sans parler, sans forcément répéter 10 fois les mêmes choses. Alors, lorsque j'utilise le bon œil, pour moi, je le fais pour moi, d'accord? Pour justement focaliser mon énergie dans le bien. Je bénis mon enfant au final. C'est ce qu'on a appris ce soir grâce à Bilam et Balak. Que lorsque je bénis, lorsque je vois le bien dans mon enfant, dans ma maison, vous pouvez même faire ça avec votre mari. C'est un petit peu plus difficile des fois avec le mari ou la femme, mais c'est très faisable aussi. Mais avec les enfants, comme c'est nos enfants, on arrive quand même un peu plus à faire le bon œil sur eux. Alors, quand je vois le bien en eux, je les bénis. Voilà, c'est la plus grande des bénédictions au final. Et quand je les vois de loin et que j'ai une vue d'ensemble sur eux et que je ne rentre pas dans les tout petits détails, tous les petits boutons, les petites choses comme ça, que je le vois en grand, en général, d'accord? Alors là, je peux vraiment voir ce diamant et justement et voir combien mon enfant est merveilleux. Alors, ce que j'aimerais, si ça vous dit, vous n'êtes pas obligé, j'aime bien donner ce petit exercice-là aux parents et je trouve que c'est quand même assez sympathique de le faire juste avant la fête, juste avant le Seder et là, pendant le ménage de Pessah. Vous pouvez prendre un enfant avec qui vous avez le plus de difficultés et vous le choisissez. Et tous les jours, vous écrivez, c'est très important d'écrire. Vous prenez une feuille ou vous écrivez sur votre portable, peu importe. Vous écrivez chaque jour 7 choses qui vous ont apporté du bonheur ou de la satisfaction ou qui vous ont fait plaisir grâce à cet enfant-là. Même ça peut être n'importe quoi. Il a débarrassé son assiette. Il a aidé son frère à faire quelque chose.
il est venu, il m'a dit un compliment, peu importe. Ça peut être même des choses très, très, très basiques. Par exemple, il s'est brossé les dents sans que je lui demande. Ou alors, il s'est brossé les dents après une fois que seulement une fois, j'ai dû lui demander. Vraiment des choses banales. Vous pouvez écrire 7 choses. S'il y en a plus, vous en écrivez plus. S'il y en a moins, vous en écrivez moins. Mais c'est très, très important de l'écrire. Alors, vous faites ça pour vous. Et donc, vous n'avez pas besoin de faire partager à l'enfant. Le bon œil, c'est pas de la manipulation, justement, pour faire en sorte, pour faire à l'enfant des choses bien, mais c'est uniquement pour vous, pour régler, pour vous concentrer si vous voulez avoir votre vision sélective dans le bien. D'accord? En général, quand je donne cet exercice-là, je le donne avant d'avoir fait le cours. Et alors, la semaine d'après, c'est merveilleux ce que j'entends. C'est vraiment, vraiment merveilleux ce que j'entends parce que le bon, comme on vient de le voir, multiplie le bon. Donc, vraiment, je vous propose de faire cet exercice-là. Et pendant le CEDER, vraiment d'observer combien vos enfants sont merveilleux et combien ils veulent vraiment, vraiment coopérer avec vous au final. Et essayez de vous concentrer vraiment sur les 4 heures qui se sont bien passées et pas sur les 10 petites minutes qui ont été plus difficiles à vivre. Voilà. Alors, j'aimerais finir par une Mishnah. C'est dans Perkei Avot, le Perek 2. Rabbi Yochanan ben Zakkai pose une question. Il dit comme ça: sortez et voyez. Quel est le bon chemin auquel l'homme doit se coller? En fait, qu'est-ce qu'il demande? Il demande qu'est-ce qui va amener le bien à l'homme dans le monde. C'est la question, d'accord, dans mes mots. Qu'est-ce qui va amener le bien à l'homme dans le monde? Et alors, il y a Rabbi Eliezer, qui est toujours le premier rabbi à répondre dans la Mishnah. Et il dit Aïn Tova. Aïn Tova, c'est le bon œil. Alors, bien qu'il n'ait pas répondu, il n'ait pas retenu la parole de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il est quand même très, très, très respecté. C'est toujours lui qui répond en premier dans la Gemara et dans la Mishnah. Et il y a un grand, grand rave qui s'appelle le Bnei Issachar. Il explique la réponse de Rabbi Eliezer, en fait. Qu'est-ce qui va amener le bien à l'homme dans le monde? Le bon œil. Et en fait, le Bnei Issachar, il va chercher où est écrit le mot Tov, bon. Où est-ce qu'il apparaît ce mot la première fois dans la Torah? Et là, il voit que c'est dans la phrase Vayar Hashem Kitov. Quand Dieu créait la lumière, sa première action, ce fut de voir, Vayar c'est voir, et de voir le bien. Vayar Hashem Kitov. Donc, même la première chose que Hashem fait, dans la première action qu'il fait dans la Torah, de créer la lumière, la première chose qu'il fait à Kadosh Baruch Hu, il voit le bien. Il fait le Aïn Tova, le bon œil. Voilà. Alors ça, c'est mon cours sur le bon œil. J'aimerais vous parler un petit peu des ateliers. Je pense que Stéphane vous a fait passer l'affiche et j'ai aussi une petite vidéo qui explique. En fait, ce sont des ateliers de 12 à 15 séances. Donc là, j'ai prévu de faire 12 séances, Bezrat Hashem. Cet atelier-là débute le 18 avril. Alors, en fait, c'est des séances hebdomadaires. On fait ça par Zoom. Noémie, je vous coupe juste, mais je vous propose qu'on affiche peut-être la petite vidéo et l'affiche aux participants, si vous voulez. Avec plaisir, avec plaisir. Alors, je vais juste expliquer comme ça et après, je vous laisse la mettre. D'accord. En fait, j'aimerais juste expliquer. Ce cours que j'ai fait, c'est un des 12 cours, justement, que je fais en général à la fin. Et en fait, si vous voulez, c'est des séances qui sont, c'est des séances théoriques qui sont agrémentées d'exercices. En fait, on monte un problème au début du cours et en fait, on apprend la théorie et grâce à la théorie, on règle les problèmes des parents. Et en fait, si vous voulez, chaque séance, c'est une nouvelle pièce de puzzle. Et à la fin, vous repartez avec toute la théorie et en gros, vous pouvez régler vous-même vos problèmes à la maison. Donc, en fait, on aborde les disputes entre frères et sœurs, on aborde les relations avec le père, avec les grands-parents, avec le système scolaire. On aborde aussi comment avoir confiance en notre enfant, déléguer plus de responsabilités, etc., etc. Et en fait, c'est une vision totalement, totalement nouvelle dont on n'a jamais entendu parler en France. Et moi, ça m'a littéralement changé la vie. Donc, si vous voulez, Stéphane, il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre la vidéo et l'affiche. Et voilà. J'aimerais aussi répondre aux questions après, si vous en avez, vraiment avec plaisir. J'adore répondre aux questions. Donc, c'est vraiment, voilà.
Si vous en avez, je serais vraiment très, très contente. Et voilà. Et après, par rapport aux inscriptions, bah, vous avez le numéro et puis vous pouvez aussi demander à Stéphane, euh, voilà, de Alors vous là, transmettre. vous avez déjà la fiche. Je pense que vous la voyez. Voilà. Donc je vous laisse présenter Noémie, c'est plus simple que moi. Oui, alors voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai expliqué. En fait, si vous voulez, dans ces ateliers, on réalise vraiment que tout est à portée de main pour obtenir une éducation positive. En fait, c'est exactement ce que j'ai dit avec le bon œil. C'est que, en fait, je fais des ateliers pour parents et pas pour enfants. Parce qu'en fait, vos enfants, eux, quand ils vous posent un problème, à vous, eux, ils n'en ont pas de problème. Eux, ça va très bien. Et qui c'est qui a un problème, en fait, c'est le parent. Et en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut contrôler personne d'autre sinon nous-mêmes. Et en fait, dans ces ateliers, justement, on apprend comment nous régler nos propres problèmes. Voilà, donc après, c'est trouver des solutions à tous les problèmes, etc. Séance agrémentée d'exemples concrets, ça je l'ai dit. Voilà, et ça sera tous les dimanches soirs. Alors, c'est des cours de 1h30, 1h45. Des fois, je dépasse un petit peu d'un quart d'heure, donc ça peut être entre 1h30 à 2h. 12 séances hebdomadaires, cette fois-ci par Zoom. Voilà. Donc, si vous voulez noter mon numéro, avec grand plaisir pour les inscriptions. On commence 2 semaines après Pessah. Ça, Voilà, c'est un. Et on va mettre aussi la petite vidéo. d'accord. Alors, la petite vidéo, elle est là. Juste le temps qu'elle se charge. Merci. Bonjour à tous. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Pile au moment de prendre le bain, votre enfant ne veut pas venir. Alors vous lui dites: Alors, attendez, pour que vous entendiez mieux, je vais vous partager le son aussi. Tac. Et maintenant, ça devrait être mieux. Voilà. Si tu viens prendre ton bain, tu auras le droit de prendre un bonbon. Tu auras le droit de voir un épisode de ton émission préférée. Rien à faire. Votre enfant ne vient pas. Alors arrive le temps des menaces. Si tu ne viens pas, tu auras une punition. Et là, c'est pareil. L'enfant ne vient toujours pas. Et au final, un moment qui aurait pu être agréable, détente, tranquille, devient un moment d'exaspération, de frustration, de cris, de pleurs. Pourquoi ? Pourquoi notre enfant n'a tout simplement pas pris son bonbon ou n'a pas tout simplement voulu voir son émission préférée? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de notre enfant dans ce moment-là? Et c'est ce que nous allons étudier dans ces ateliers que je crée avec la méthode Schaeffer, qui est une méthode révolutionnaire israélienne. Je me présente. Je suis Noémie Ramadi. J'habite en Israël depuis 14 ans. Je suis dans le domaine de l'enseignement depuis de nombreuses années et je suis conseillère de parents depuis bientôt 6 ans. J'ai moi-même participé à un atelier pour parents avec la méthode Schaeffer et cet atelier m'a changé la vie. Tout simplement, changé ma vie dans le domaine de l'éducation avec mes enfants, dans le relationnel avec mon mari, dans ma vie en général, avec d'autres personnes. J'ai décidé de faire passer ce message moi aussi et donc j'ai étudié pendant 3 ans cette méthode. Et aujourd'hui, grâce au Covid, je peux, d'Israël, faire participer les mamans françaises. Dans cet atelier, nous étudierons justement cette dynamique qui se passe inconsciente entre l'enfant et le parent. On comprendra pourquoi l'enfant ne vient tout simplement pas prendre sa douche. Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Nous allons apprendre comment reprendre confiance dans notre autorité parentale, comment reprendre confiance en nos enfants, déléguer plus de responsabilités, gérer les disputes entre frères et sœurs, gérer les relations avec le père, avec les grands-parents, avec les professeurs. C'est un atelier qui n'a pas d'âge. C'est pour tous les enfants, pour tous les parents. Nous commençons un atelier, Bezrat Hashem, tout de suite après Pessah. Pour plus de renseignements, pour vous inscrire, vous pouvez tout simplement me contacter au numéro qui est écrit sur le flyer qui a été communiqué avec cette vidéo. À très bientôt. Je vous souhaite à toutes de très bonnes fêtes de Pessah, dans la joie et la santé.
Là, on va pouvoir laisser les questions se poser à présent. Exactement. Alors, comme je suis sur mon téléphone, Stéphane, je ne vois pas qui c'est qui pose des questions. Je vous laisse. Ouais. Alors, on vous propose pour poser des questions de lever la main avec l'outil Zoom et à ce moment-là, on vous démute, on vous donne la parole. Si vous préférez les écrire dans la conversation, vous pouvez également les écrire dans la conversation. Alors. Bah alors, il n'y a pas de questions? J'ai répondu déjà à tout. C'est super clair, c'est pour ça. Ok. On vous laisse conclure, Noémie, alors? Ben voilà, écoutez, j'ai tout dit. J'avais un film aussi à vous montrer sur de voir les choses en hauteur. Mais du coup, je vous le fais passer. Enfin, peut-être que je peux vous le faire passer tout de suite. Ah voilà, il y a Madame Cohen qui veut bien poser une question. Ah, bah voilà, on va lui donner la parole tout de suite. Hop, on va les poser juste. Elle est là. Voilà. Voilà, on vous entend. Madame Cohen, vous pouvez parler, votre micro, il est ouvert. Alors, on vous entend pas. Sinon, si vous voulez, si c'est plus simple, vous pouvez écrire directement la question. Oui, alors, pour répondre, oui, le Zoom, il est enregistré. Il sera à partir de lundi sur le YouTube du consistoire, vous le retrouverez. Et si vous préférez, des gens qui préfèrent écrire les questions dans la discussion, on pourra également les lire. Noémie, vous voulez nous passer une petite vidéo, c'est ça? Ouais, je vous l'envoie tout de suite sur WhatsApp. Allez. Hop. Voilà, je vous l'ai envoyé. Allez, on la partage de suite. On va faire ça. Boum. C'est parti. Là, je voulais vous la montrer quand j'ai parlé du cotel. Et bon, bah, j'ai pas pu le faire. Donc, on voit là tout le bazar qu'il y a. Quand on rentre dans la pièce, on voit du bazar, c'est ce qu'on voit. Et plus on prend de la hauteur, je vous laisse observer par vous-même. Voilà. Un portrait fait avec tous les habits. Voilà, ça aurait eu plus d'effet si je vous l'avais montré quand je parle de regarder une vue d'ensemble. Mais bon, voilà, avec les problèmes que j'ai eus avec l'ordinateur, c'est pas grave. Alors, est-ce que je repose la question si vous avez des questions, Madame Cohen? Voilà, ok, bah, pile. Pour améliorer le comportement de certains de nos élèves, j'ai compris qu'il faut utiliser le bon œil. Attendez, c'est sorti. N'est-ce pas? Donc, on essaye de ne pas soulever leur mauvais comportement ou leur bêtise, c'est ça. Alors, effectivement, Madame Cohen, effectivement, si vous, sans faire l'autruche et sans, si vous voulez, sans être d'accord avec le mauvais comportement, mais en concentrant votre regard sur les bonnes choses que votre élève fait, alors vous allez améliorer les bonnes choses. En fait, vous allez être concentré sur les bonnes choses et vous allez en voir plein, plein, plein. Donc, en effet, moi, c'est le conseil que je donne, de faire le bon œil. Parce que si vous l'avez déjà constaté, à chaque fois que vous faites des remontrances, au final, ça n'aide pas forcément, ça recommence, ça recommence, ça recommence. Alors, je vous propose d'essayer de toutes les façons. Vous ne perdez rien à essayer de voir le bien. En plus, c'est quelque chose d'assez positif et d'assez sympathique, de focaliser votre regard et votre énergie sur le bien que font vos élèves.
Vous pouvez même le noter, l'écriture aide énormément. Quand c'est écrit, ça aide énormément. Super. Alors, Léa Koska, bonsoir. Je lis la question. Hein. Bonsoir. Si un enfant cherche la confrontation avec les adultes, comment il faut réagir, s'il vous plaît? Alors, la confrontation, c'est une question très, très vague, très, très générale. Alors, tout va dépendre, en fait. Vous pouvez tout simplement, si vous voulez, c'est un petit peu cette dynamique négative, d'accord, qui va se passer. Après, ça dépend si c'est avec vous, si c'est avec d'autres adultes qui sont autour de vous. Il y a une dynamique. L'enfant fait ça, au final, d'un point de vue inconscient, parce qu'il choisit de faire ça pour se relier à vous, si vous voulez. Après, vous pouvez vous concentrer, justement, on va prendre le cours d'aujourd'hui, vous pouvez vous concentrer sur toutes les bonnes choses que fait votre enfant, sur toutes les bonnes choses, en règle générale, que vous connaissez sur votre enfant. Vous savez qu'il n'est pas vraiment, c'est pas vraiment un enfant conflictuel au jour le jour, il fait plein d'autres belles choses. Vous pouvez vous concentrer sur ces choses-là. Vous pouvez lui dire, voilà, c'est pas... vous pouvez le prendre à part et lui expliquer, tout en sachant qu'au final, à l'intérieur de cet enfant-là, essayez de voir le diamant. Essayez de mettre comme des lunettes avec lesquelles on peut voir au travers d'un mur, vous savez, comme dans les séries américaines, et voir ce diamant-là, que votre enfant, c'est pas vraiment cet enfant-là conflictuel, mais il fait ça. C'est inconscient quand il fait ça, si vous voulez, il y a quelque chose inconscient qui se passe en lui. Ça, on l'apprend dans les ateliers, donc je ne veux vraiment pas commencer à en parler maintenant. Mais sachez que votre enfant, au final, il est bon à l'intérieur. Et quand il crée ces conflits-là, il ne le fait pas parce que c'est un enfant conflictuel, on ne lui met pas une étiquette d'enfant conflictuel et d'enfant mal élevé, etc., etc. Mais tout simplement, sachez, essayez de vous rappeler et de savoir toutes les belles choses que fait votre enfant dans d'autres situations. Et vous pouvez vous concentrer là-dessus. Après, encore une fois, c'est pas faire l'autruche, c'est choisir de voir le bien en son enfant, mais pas dans son action. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous pouvez le prendre à part, vous pouvez essayer de changer la conversation, vous pouvez essayer de passer à autre chose, mais en effet, essayez de vous concentrer sur le bien de vos enfants. Oui, peu importe l'âge de l'enfant. Ça peut être Ève, ça peut être effectivement d'un bébé de 1 jour jusqu'à l'adolescent de 30 ans. Aujourd'hui, on a des adolescents de 30 ans. Non, je rigole. Vraiment, c'est pour chaque âge et c'est toujours la même dynamique au final qui se passe. Donc, c'est pour tous les âges. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que je vous ai répondu? Léa, si un enfant n'arrive pas à exprimer ce qu'il veut en collectivité. Alors, encore une fois, ce sont des choses très générales. Si vous entendez un petit peu plus sur l'atelier, vous aurez énormément de réponses et qu'il rentre à la maison en pleurant parce qu'il a été rejeté, c'est ça? Il rentre à la maison en pleurant parce qu'il a été rejeté? Non? Est-ce que vous voulez préciser? Je pense qu'elle doit être en train d'écrire. Je peux parler, s'il vous plaît. Stéphane, est-ce que vous pouvez faire parler Léa Koskas, s'il vous plaît? Oui. Aucun problème. Merci. Juste la trouve. Voilà, je l'ai trouvée. Voilà, on lui a demandé de réactiver son micro. Il faut juste ouvrir votre micro. Ça, je ne peux pas faire pour vous. Ouais. Alors, si vous n'arrivez pas à l'ouvrir. En attendant, je vais répondre à la question de Routi El-Kaïm. La méthode porte le nom de celui qui l'a créée. Alors, très très bonne question. La méthode Schaeffer, c'est en fait, si vous voulez, à la base, il y a eu Freud, d'accord, qui a commencé à créer, à s'intéresser à la psychologie de l'humain, de l'homme. Et Freud avait des élèves, dont un qui s'appelait Adler. Vous avez sûrement dû en entendre parler. Et Adler, en fait, au bout d'un moment, s'est séparé de Freud parce qu'il n'était pas d'accord avec ce que disait Freud.
Freud, donc Adler a créé sa propre méthode et il avait un élève du nom de Dreyfus et Rudolf Dreyfus. Et en fait, si vous voulez, ce fameux Dreyfus est beaucoup venu en Israël enseigner parce qu'effectivement, Freud, Adler et Dreyfus étaient des juifs. Et au final, si vous voulez, il y a une dame en Israël qui s'appelle Bila Schaeffer. Elle est décédée cette année. Elle était l'élève de Dreyfus. Et donc, si vous voulez, Dreyfus, Schaeffer, c'est Adler pur, sans aucun ajout de la psychologie d'aujourd'hui. Et donc, en effet, Schaeffer aussi, ça veut dire l'échapper, c'est améliorer. Et c'est aussi le nom de famille de cette fameuse dame qui a, en fait, si vous voulez, récupéré cette méthode-là pure d'Adler et qui a rajouté en plus les bases de la Torah. Et en fait, si vous voulez, c'est vraiment comme nos grands-parents n'avaient pas besoin d'aller dans des ateliers pour enfants parce qu'ils ne se posaient même pas la question, en fait. Est-ce que je suis une bonne mère? Est-ce que je suis une mauvaise? Ce n'était pas une question, c'est-à-dire je suis une mère, point barre. Et si vous voulez, cette méthode nous ramène un petit peu dans ces racines-là, au final. Je suis une mère, point barre. Aujourd'hui, la psychologie nous donne des notes, nous donne c'est quoi une bonne mère, c'est quoi une mauvaise mère, on a des conditions. Et en fait, si vous voulez, cette méthode, elle nous ramène un petit peu à être une mère naturellement. Voilà. Donc, Schaeffer, en effet, c'est aussi le nom de la dame qui a amélioré, si vous voulez, cette méthode parce qu'elle a rajouté certains points de la Torah, par exemple comme le bon œil. Et en même temps, ça veut dire l'échapper, améliorer. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, pour ne pas répéter, range ta chambre, puisque ça ne marche pas. On range nous-mêmes la nôtre, on leur demande une fois et on attend qu'ils passent à l'action d'eux-mêmes. C'est à peu près cela. Alors, en fait, voilà. C'est si vous voulez que votre enfant range sa chambre. Alors, en fait, votre enfant, c'est très, très logique ce que je vais dire, mais en fait, aujourd'hui, on n'en a vraiment pas conscience. C'est que nos enfants, ils ont le choix de ranger ou de ne pas ranger. Nos enfants, ils veulent ranger, ils veulent coopérer avec leurs parents. Parce que si vous voulez, aujourd'hui, quand je demande aux parents, l'essentiel, c'est que votre enfant soit, et alors la plupart des parents me répondent heureux. D'accord? C'est un petit peu la société qui nous rentre ces messages-là dans la tête. L'essentiel, c'est que mon enfant soit heureux. Mais le truc, c'est que dans ce message-là qu'on fait passer, que l'essentiel, c'est que mon enfant soit heureux, ça veut dire que le bonheur, c'est quelque chose qui est obligatoire et l'échec, c'est quelque chose d'horrible. Alors qu'en fait, l'échec, c'est pas quelque chose d'horrible. La difficulté, c'est pas quelque chose d'horrible. Mais au contraire, c'est quelque chose qui nous construit. C'est quelque chose qui nous construit. On ne fait pas toujours des choses qu'on aime. On n'est pas toujours heureux, mais on arrive, si vous voulez, à grandir de nos échecs, à grandir des difficultés. Donc, au final, nos enfants, ils ont envie de coopérer parce qu'ils ont envie aussi de faire des choses importantes. Et un enfant, il a envie de ranger sa chambre en lui. C'est-à-dire que l'enfant, il a vraiment envie de coopérer. La nature de l'enfant, c'est de coopérer avec ses parents. Donc, à la base, si vous demandez à votre enfant de ranger sa chambre, si vous regardez à l'époque de nos grands-mères, quand nos grands-mères nous demandaient à leurs enfants de ranger leur chambre, elles n'avaient même pas besoin, même à la limite, de le demander, ils le faisaient par eux-mêmes. En général, hein, je parle encore une fois en général, il y a des cas particuliers, vous pouvez me dire, moi, je n'étais pas comme ça, etc., mais je parle en général. Et si vous voulez, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, tous les messages de la société qu'on a, ça ne se passe plus comme ça parce qu'on a perdu un petit peu notre confiance en nous en tant que parents, notre confiance dans notre rôle, si vous voulez, dans notre autorité. Et quand on répète plusieurs fois à l'enfant la même chose, au final, il a le choix de le faire. Au bout d'un moment, il a le choix de ne pas le faire. Je vais vous répondre une réponse parce que je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Parce que vraiment, voilà, c'est sur 12 cours qu'on apprend ça, si je ne peux pas le faire en 2 minutes, mais en gros, si vous avez un problème que la chambre n'est pas rangée, ça ne va peut-être pas vous plaire, cette réponse, ça va peut-être vous plaire, je ne sais pas. Si vous avez un problème, vous pouvez le demander une fois. Il a le choix de le ranger ou de ne pas le ranger, de la ranger ou de ne pas la ranger. Si vous, ça ne vous dérange pas qu'il ne la range pas, enfin, vous pouvez vous dire, OK, je ne vois pas ce qui se passe là-bas, je ferme la porte, c'est sa chambre, je ne m'en mêle pas. C'est la première solution. La deuxième solution,
si vous ne supportez pas que la chambre ne soit pas rangée, vous pouvez la ranger par vous-même. Et vous réglez votre problème. Voilà. Et voilà, Bezrat Hachem, moi, j'aimerais vous faire tous les ateliers, mais en 1 heure, je ne peux pas. Mais c'est vraiment, on apprend réellement ce qui se passe, en fait, cette dynamique-là qui se passe derrière tout ça. Pourquoi l'enfant réellement ne range pas sa chambre quand vous lui demandez. Bonsoir. Alors, Léa, elle a Ouais. Alors, bonsoir, merci beaucoup. Alors, juste avant de poser la question que je voulais, je reviens juste sur ce que vous venez de dire. Est-ce que dans les cours, on va apprendre à amener l'enfant à ranger sa chambre? Parce que moi, par exemple, j'ai pas envie de la ranger tout le temps, sa chambre. J'ai envie de lui apprendre à la ranger. Donc, mon but, c'est qu'elle finisse par la ranger. Donc, est-ce qu'on va apprendre à la lui faire ranger ou au final, si on veut la ranger, il faut que ce soit nous qui le fassions? C'est une excellente question. Excellente question. Alors, dans cet atelier, d'accord, on va apprendre à nous changer nous-mêmes, en fait. On va comprendre ce qui se passe derrière toute cette dynamique-là négative, toutes les dynamiques négatives qu'on a avec les enfants. On va apprendre, en fait, à nous gérer nos problèmes. En général, quand moi, je change, toute ma maison, elle change derrière moi. Parce qu'on est un petit peu le pilier de notre maison, d'accord, la mère et le père. Donc, comme moi, je change ma façon de réagir, si vous voulez, l'enfant, derrière, change aussi. Mais, encore une fois, comme l'enfant a le choix, on a tous le libre arbitre, on est né avec le choix, l'enfant peut continuer à ne pas ranger sa chambre. Donc, moi, en fait, je ne vais pas vous apprendre à faire à l'enfant des choses, mais si vous voulez, je vais vous apprendre à vous à réagir d'une autre manière. Et vous, si vous voulez, vous allez réussir à ça va plus trop vous importuner que la chambre soit rangée ou pas rangée, parce que vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe derrière tout ça. Et après, l'enfant, soit il range pas, mais ça, vous verrez ça d'une autre manière. Et en général, encore une fois, je le dis, mais en général, parce qu'on ne vient pas en cours pour… Il y a beaucoup de mamans, si vous voulez, qui pensent qu'elles vont manipuler leur enfant après tout ça. Et le problème, c'est que non, parce que comme je l'ai dit, et ça, je le redis à chaque cours, on ne peut pas manipuler les autres. Mais bien sûr que non. Voilà, mais on peut les aider, si vous voulez, à changer de dynamique. C'est comme je vais vous dire, par exemple, vous allez au supermarché et il y a la caissière qui sourit jamais, d'accord, qui est toujours renfrognée, d'accord. Vous allez y aller, vous allez lui faire un grand sourire. Je pense qu'elle va vous rendre votre sourire. Mais elle peut ne pas vous le rendre aussi. C'est-à-dire, c'est son choix. Mais en général, elle vous le rendra à votre sourire. Oui, non, mais parce qu'on apprend en général à mettre des limites aux enfants. Parce que sinon, voilà. Donc, en fait, ça, c'est une limite. Quand vous disiez, on lui laisse le choix. Mais il y a des choses où on n'est pas… Enfin, si on laisse le choix, c'est pas bon pour l'enfant. Non, on ne lui laisse pas le choix. Traverse pas la route. On ne lui laisse pas le choix. Il a le choix, point barre. C'est pas vous qui décidez ou vous décidez. Il a le choix. Bien sûr, c'est un être humain, il a le choix. Regardez, je vais vous donner un exemple. L'exemple qu'il y a eu dans la vidéo. Par exemple, vous allez dire à votre enfant, je vais vous donner un exemple, d'accord? Un autre exemple. Votre enfant a jeté un papier par terre, d'accord? Il a mangé un bonbon, il jette le papier pile à côté de la poubelle. Alors, vous lui dites, ramasse le papier, s'il te plaît, mets-le dans la poubelle. Alors, il vous dit, non, je ne veux pas. Alors, vous lui dites, allez, ramasse le papier. Si tu ramasses le papier, après, je te récompenserai. Non, je ne veux pas. Si tu ramasses pas le papier, je te punis. Alors, d'abord, on essaye de l'acheter. Après, on fait du chantage. Non, il ne ramasse pas le papier. Après, vous connaissez le papa ou la maman qui prend la main de l'enfant et qui l'oblige à ramasser. Et l'enfant, il jette le papier. Encore une fois, il fait exprès de le jeter à côté de la poubelle. Et même si au final, vous avez fait du chantage ou je ne sais quoi, et que votre enfant, au final, a ramassé le papier et l'a jeté, au final, vous, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, c'est tout sauf une victoire. Et moi, ce que j'entends, c'est les mamans qui sont pleines de culpabilité, parce que si, parce que ça, etc., etc. Parce qu'au final, en fait, votre enfant, il a le choix. Ce n'est pas vous qui lui donnez ou qui ne lui donnez pas. Il l'a, parce qu'on est avec le choix. On est avec le choix. C'est comme ça, c'est l'être humain. Ouais. Et c'est la différence avec… Comment? Non, pardon, je vous ai coupé. Non, mais là, ça veut dire là, vous parlez de choses qui sont pas très graves. Par exemple,
si je vous dis par exemple, on dit à un enfant, non, tu sors pas dans la rue tout seul, par exemple. Tu sors pas dans la rue tout seul, non, mais il n'a pas le choix. On n'est pas censé lui laisser le choix sur ce genre de choses, sur des choses qui sont Ça dangereuses. dépend à quel âge. Ça dépendra à quel âge. Si votre enfant il a 5 ans, bah, vous pouvez voilà, effectivement contrôler, si vous voulez, le fait qu'il ne sorte pas. Mais quand il aura 15 ans, c'est une autre histoire. Je ne sais pas si vous pourrez le contrôler. Non, bah, c'est d'autres choses. Moi, c'est des bébés encore. Mais voilà, il y a des choses quand même, il faut être ferme. En effet, il y a des choses techniques, comme ne pas sortir, par exemple, c'est assez technique, vous pouvez contrôler. Mais les choses qui ne sont pas techniques, comme par exemple la culpabilité que vous ressentez à la fin de la journée parce que vous avez une bataille avec votre enfant ou je ne sais quoi, là, c'est plus technique. Là, c'est des choses émotionnelles. Et c'est de ça dont on parle énormément dans le cours. Ok, merci. Et du coup, je peux juste, juste ce que je voulais vous demander tout à l'heure, c'est que, par exemple, si mon enfant il rentre à la maison et il me dit, voilà, il pleure parce qu'à l'école, on lui a pas fait ci, on lui a pas fait ça, et que je lui dis, mais t'as demandé? Et elle me dit, non, j'ai pas demandé. Et en fait, je me rends compte que même avec nous, des fois, elle pleure tout d'un coup sans raison. Et après, elle me dit, mais je veux ça. Et je lui dis, mais alors il faut le dire. Il faut attendre de la calmer d'abord pour qu'elle nous le dise. Alors ça aussi, c'est une interrogation. Est-ce qu'on parle de ça dans les... Bien sûr, bien sûr. Tous les problèmes que vous avez avec vos enfants, toutes les dynamiques, j'appelle ça une dynamique parce que c'est une dynamique si vous voulez. C'est un petit peu, voilà, elle fait quelque chose et vous ressentez quelque chose. Et quand vous ressentez quelque chose, elle recommence à faire cette chose. C'est un petit peu comme une dynamique. C'est pas un petit peu comme une dynamique, c'est une dynamique. Et en fait, toutes les dynamiques négatives, on fait que parler de ça et en fait, on a des outils, on reçoit beaucoup d'outils et surtout la compréhension de ce qui se passe derrière ça. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? On comprend ça et donc du coup, quand on comprend quelque chose, c'est quelque chose qui est inconscient. Donc quand on le monte dans le conscient et que nous, on comprend pourquoi elle fait ça, au final, ça règle déjà 90% des problèmes. Et après, en effet, vous apprenez comment vous réglez votre problème et arrêtez cette dynamique, si vous voulez. C'est comme deux petits rats qui tournent autour d'une... Vous connaissez les petits hamsters là, qui courent sur la roue et quand ils courent l'un derrière l'autre, ils sont sans arrêt comme ça dans cette roue-là. Et quand il y en a un qui sort, l'autre, il ne va pas courir tout seul. Donc, du coup, c'est exactement ça. On apprend, nous, à sortir de cette dynamique. Et justement, quand on sort de cette dynamique-là, eh ben, l'enfant, en général, on lui permet de changer lui aussi son comportement. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, est-ce qu'il y a eu des questions entre-temps? Chantal, on vous écoute. Oui, merci. Mais j'ai quand même une question à vous poser parce que vous partez du fait que l'enfant a son libre choix de ranger ou de ne pas ranger, mais à partir de quel âge il va apprendre à ranger sa chambre? Il sait déjà. En fait, on n'a pas. C'est une question qui est très sympathique. On n'apprend pas à ranger sa chambre. En fait, il sait ranger sa chambre. Il le sait. Dites-moi. À partir de quel âge, avec votre méthode, vous pensez qu'il va se mettre à la ranger tout seul, sans qu'on lui dise plus rien? Encore une fois, je vais réexpliquer pour bien que ce soit clair. C'est qu'en fait, votre enfant, il sait déjà ranger sa chambre. Il le sait. Un enfant, il sait ranger. Il sait que ses chaussures, elles ont un placard à chaussures et pourtant, il les jette au milieu de la maison. Il sait que son manteau, il y a un porte-manteau et pourtant, il le jette sur le canapé. Il sait qu'il y a une boîte pour les Playmobil et pourtant, il les laisse. Mais votre enfant, il sait ranger. Je vais vous poser une question. Votre enfant, il a quel âge? Moi, ils sont grands, mais je les ai éduqués pour qu'ils apprennent à ranger. Donc, ça ne correspond pas tout à fait à votre méthode. Vous les avez éduqués, ça veut dire quoi? Est-ce que vous les avez éduqués à se laver, à se brosser les dents? Est-ce que vous les avez éduqués? Non, je vais dire autre chose. À ne pas mélanger le lait et la viande. Vous les avez éduqués à ça? Je suis traditionnaliste, donc je ne rentre pas là-dedans. D'accord. Alors, je vais poser une autre question. Est-ce que vous les avez éduqués à ne pas tuer, à ne pas voler? Vous les avez éduqués à ça? Non, mais ça, je pense que ça se passe par filiation. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils sont dans un environnement familial. Pour moi, c'est quelque chose qui passe naturellement, quoi. Je vais vous dire, il y a énormément de choses dans votre famille
Mais vous n'allez pas forcément vous en rendre qu'un compte. enfant va plus naturellement ne pas vouloir ranger sa chambre jusqu'à l'âge de 40 ans et avoir des gros problèmes avec sa femme si sa mère ne le lui a pas appris, plutôt qu'un enfant va naturellement avoir envie de tuer. Alors, je vais vous poser une question. Dites-moi, quand vous dites vous lui avez appris à ranger sa chambre, vous l'avez éduqué pour ranger sa chambre et il ne le fait pas. Ouais. Alors, je vais vous poser une question. Ranger sa chambre, il le sait. Quand il était à l'école, est-ce qu'il rangeait à l'école quand on est en maternelle, on fait des jeux, etc. Est-ce qu'il rangeait les jeux là-bas? Oui. Est-ce que quand il a un copain qui vient chez lui, il range sa chambre? Pardon? Est-ce que quand il y a un copain qui vient chez lui ou des amis qui viennent chez lui, est-ce qu'il range sa chambre? Après avoir joué, vous voulez dire? Vous me dites qu'ils sont grands. Vous me dites qu'ils sont grands. Donc, quand il reçoit un ami, est-ce que sa chambre est rangée à peu près? Ils vivent dans leur appartement et ils font le ménage chez eux. Oui, bien sûr. D'accord. Alors, quel est le problème? Non, moi, la question que je vous posais, c'est, vous dites, soit vous le laissez dans sa chambre, ok, alors là, j'adhère parce qu'au bout d'un moment, je peux accepter que l'enfant se sente mal dans sa chambre et se dise, bon, bah, j'ai pas le choix, il faut que je l'arrange parce que si c'est un enfant qui aime pas le bordel et qui se sent mal, mais de dire où vous l'arrangez vous-même, si vous l'arrangez pendant 15 ans vous-même, je pense pas qu'à 17 ans ou à 18 ans, ça va lui monter comme un déclic et se dire, tiens, je vais ranger ma chambre parce que je sais le faire. Alors, je vais vous raconter l'histoire de ma sœur, d'accord, je mets un petit peu, voilà, qui n'a jamais rangé sa chambre en tant qu'enfant. Aujourd'hui, grâce à Dieu, elle est mariée, etc. Et sa maison est très, très bien rangée. Alors, encore une fois, je reviens sur le mot choix. Ils savent ranger leur chambre. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Des enfants qui ne rangent pas leur chambre chez eux, quand ils vont au GAN ici en Israël ou peu importe, et qu'ils ont fait un puzzle ou ils ont joué à un jeu, la première chose quand la maîtresse dit vous rangez, ils rangent. Alors ça veut dire quoi? Savoir ranger, ne pas savoir ranger, je lui ai appris à ranger, je lui ai pas appris à ranger. Vous avez fait votre partie à vous. Vous avez fait votre partie. Moi, j'ai éduqué mon enfant. Moi, je lui ai dit qu'il fallait ranger sa chambre. À partir de là, il a le choix, mais c'est pas vous qui lui donnez le choix. C'est quelque chose de naturel. C'est comme vous avez le choix de ranger votre maison ou de ne pas la ranger. Il y a des gens qui vivent dans le bazar. Mais alors pourquoi à l'école ils rangent et pas à la maison? Exactement. Et ben voilà, exactement. Et ça, c'est l'atelier, c'est le premier cours de l'atelier. Parce que je vais vous dire, il y a un cours complet là-dessus. Pourquoi? Je vais vous répondre en 2 mots, d'accord? Dans la société d'aujourd'hui, on donne des notes aux parents. Est-ce que vous êtes une bonne mère? Vous n'êtes pas une bonne mère? On vous dit si votre enfant il pleure la nuit, il faut faire ci. Et vous lisez la semaine d'après qu'il faut faire l'inverse si votre bébé pleure la nuit. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on vous dit plein de choses à faire et ça embrouille. Et on est tout embrouillé dans nos têtes. Maintenant, on a cette autorité parentale, on l'a reçue, d'accord? À partir du moment où vous êtes parent, vous avez reçu cette autorité. Mais ce qu'on a perdu avec le temps, que nos grands-mères avaient et que nous, on n'a plus, c'est notre confiance dans l'autorité parentale. C'est-à-dire que j'ai tellement de choses dans la tête, et si je vais lui demander ça, et si je vais faire ci, et est-ce qu'il est capable de le faire, est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il ne va pas le faire, est-ce que je lui en demande trop, est-ce que je lui en demande pas assez? On est sans arrêt en train de se demander, est-ce qu'on fait assez bien, est-ce qu'on ne fait pas assez bien? Que nos enfants, si vous voulez, ils ressentent ces failles. Et quand ils ressentent ces failles, ils rentrent dedans. Ils rentrent à l'intérieur. Et il y a des choses qui sont évidentes pour vous, et vos enfants le font sans même que vous en parliez. D'accord? Je vais donner un exemple. Par exemple, quand votre enfant rentre dans la voiture, par exemple, je ne sais pas à quel âge ont vos enfants, vous m'avez dit qu'ils étaient grands, mais par exemple, à l'âge de 15 ans, même plus petit, 6 ans, 5 ans, 4 ans, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils mettent leur ceinture. Quand c'est des bébés, c'est nous qui les accrochons. Et au bout d'un moment, ils mettent eux-mêmes leur ceinture. C'est quelque chose d'évident que je ne vais pas démarrer la voiture tant qu'ils ne sont pas accrochés. Mais je n'ai même pas besoin de leur demander parce que c'est quelque chose qui est évident. Il y a chez des parents, après, ça va être chez chaque parent, ça va être des choses différentes. Par exemple, chez les gens religieux, c'est évident que les enfants, à un âge, dès le début, ils vont faire Shabbat et ils ne vont pas allumer la lumière et ils vont faire des choses assez bizarres parce que le Shabbat, c'est assez bizarre si on réfléchit, si on regarde d'un point de vue extérieur, d'un point de vue non juif. C'est quand même super bizarre le Shabbat. On fait des choses assez… On n'a pas le droit d'allumer la lumière, on n'a pas le droit d'utiliser notre téléphone. Et ça, à chaque fois, je demande. Quand il y a des mamans qui ont des problèmes avec les écrans,
D'accord? Elles ont un enfant qui a un problème avec des écrans. Quand elles demandent d'éteindre le téléphone ou d'éteindre la télé ou l'ordinateur, l'enfant n'écoute pas. Alors, je leur demande, c'est des mamans religieuses, je leur demande qu'est-ce qui se passe le Shabbat? Et alors, elles bug. Elles me disent, le Shabbat, je n'ai pas ce problème-là puisqu'il n'y a pas d'écran. Alors, on passe de l'accro aux écrans, mais le Shabbat, il n'est plus accro. Donc, si vous voulez, il y a des choses dans lesquelles on est sûr, mais c'est évident pour nous. Et il y a des choses où on est un petit peu perturbé par tout ce qu'on nous raconte aujourd'hui, par tous les messages qu'on reçoit de la société. Et là-bas, l'enfant, si vous voulez, rentre à l'intérieur de ses failles. Voilà. Mais c'est des cours complets, donc en effet, je ne peux pas rentrer plus que ça, mais voilà, j'espère que je vous ai répondu. Si vous pouvez réfléchir, chez vous, il y a énormément de choses qui se sont faites, parce que vous m'avez dit que vos enfants sont grands, donc vous pouvez vous rappeler quand ils étaient petits, des choses qui se font d'une façon évidente. Vous n'en avez jamais parlé, vous ne l'avez jamais expliqué, mais ils le font. Par exemple, il y a chez des gens, par exemple, je vais vous dire un truc rigolo. Par exemple, chez une des grand-mères, l'enfant, il a le droit de sauter sur le canapé, mais chez l'autre grand-mère, il n'a pas le droit de sauter sur le canapé. Et l'enfant, quand il va aller chez sa grand-mère, chez qui on n'a pas le droit de sauter sur le canapé, il ne va pas sauter sur le canapé. Alors que chez l'autre, oui. Vous voyez? Donc, l'enfant, il sait, il comprend les choses, il sait. Donc, encore une fois, il sait qu'il doit ranger sa chambre. Pourquoi il ne le fait pas? Ça, c'est les dynamiques négatives dont on a parlé, dans lesquelles on rentre énormément dans les ateliers. Voilà, j'espère que je vous ai répondu. Merci beaucoup, Naomi. Alors, j'ai encore des questions. Si je peux me permettre, en fait, dans ce que vous dites de très pertinent, mais sans le nommer, c'est que les parents éduquent en donnant l'exemple avant tout en première intention, et c'est comme ça qu'ils commencent déjà à apprendre. Ils servent en voyant les parents. Alors, c'est une très bonne question, mais j'aimerais quand même dire que même un enfant qui a des parents qui ont un comportement négatif, d'accord, ces enfants-là peuvent quand même, grâce au choix justement, on a le choix en tant qu'être humain, ils peuvent changer de voie et être des bonnes personnes. C'est-à-dire que même si nos parents, il y a des choses qui nous inculquent, d'accord, mais à un moment, l'enfant peut choisir de faire les choses différemment. On le voit, vous devez avoir plusieurs exemples, et ça s'appelle aussi la résilience. Il y a des enfants qui grandissent dans des banlieues ou qui grandissent dans des endroits avec des parents drogués ou alcoolistes ou des choses comme ça. Et ces enfants-là ne deviennent pas drogués et alcoolistes forcément. Ils peuvent prendre un autre chemin, justement. Et c'est ça, justement, le choix. Quand je dis le choix, ce n'est pas moi qui le donne, c'est Dieu qui nous a donné le choix. Oui, un bon exemple, bien sûr. Mais même si vous êtes des merveilleux parents, justement à cause de cette dynamique-là, que l'enfant obtient quelque chose derrière cette dynamique, eh bien, il peut quand même mal se comporter. Voilà. Est-ce qu'il faut souligner et récompenser les bonnes actions chez l'enfant au lieu de lui promettre des récompenses pour qu'il fasse ce qu'on veut qu'il fasse? Est-ce qu'il faut souligner et récompenser les bonnes actions? Alors, je vais vous dire, quand par exemple, si votre enfant a une bonne note et que vous ne vous y attendiez pas, ou par exemple, votre enfant, je ne sais pas quel âge ont vos enfants, parce que, voilà, mais si par exemple, c'est un petit enfant qui commence à plus faire pipi dans sa couche, il va faire dans le pot, vous allez lui donner une récompense. Alors, quel est le message que vous lui transmettez derrière ça? Est-ce que c'est le message « je suis fière de toi, vraiment, je savais que tu allais réussir et je sais que voilà, c'est parce que tu es trop fort et je suis fière de toi » Ou alors le message c'est « là, je ne m'y attendais tellement pas que tiens, je te donne une récompense pour un petit peu comme la carotte. » Ça aussi, on en parle dans les ateliers avec la confiance en notre enfant. La confiance. Si j'ai vraiment confiance en mon enfant qui puisse et qu'il veuille faire les choses, alors dans ces cas-là, quand je donne des récompenses, le message que j'ai derrière, c'est je donne une récompense parce que ça me fait plaisir et pas forcément pour souligner un bon comportement. Parce que par exemple, à la fin de Shabbat, je parle des religieux, et ben, vous ne lui donnez pas une récompense parce qu'il a fait Shabbat. Ou par exemple, quand votre enfant a pris sa douche, vous ne lui donnez pas une récompense. Ou quand il s'est brossé les dents, vous ne lui donnez pas forcément une récompense. Vous voyez? Donc après, c'est à vous de voir comment vous ressentez la chose. Et aussi, ce que je précise, c'est que dans ces ateliers-là, je ne vous dirai jamais ce qui est bien ou pas bien de faire, parce que chaque maman, au final, chaque famille, elle a ses propres valeurs, elle a ses propres choses qui sont importantes pour elle, ses propres idées, etc., etc. Et donc, du coup, si vous voulez, dans ces ateliers,
même, je ne suis pas trop ancrée sur la religion, c'est pas du tout religieux. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus parce que j'ai parlé un petit peu de la paracha, mais c'est très, très large. Et en fait, si vous voulez, je ne dirai jamais à une maman, c'est ça qu'il faut faire ou c'est pas ça qu'il faut faire. En fait, c'est chaque maman selon sa maison, selon ses valeurs. Donc, si vous voulez donner des récompenses, vous donnez des récompenses si ça vous fait plaisir. Merci beaucoup, Noémie. Avec plaisir. Vous avez plus d'autres questions? Alors, on retrouvera l'émission à partir de lundi ou mardi sur le YouTube du Consistoire. Et Noémie, je vous laisse redonner vos coordonnées aux gens s'ils veulent vous joindre. Alors, d'accord. C'est écrit sur la fiche. Peut-être qu'on pourrait l'écrire sur le chat. Je vais le dire aussi. Merci, Madame Cohen. Donnez-le-moi, je l'écris en même temps. Alors, c'est uniquement par WhatsApp parce qu'en effet, je suis en Israël. Vous pouvez téléphoner sur WhatsApp ou envoyer un message. Alors, vous faites le 00 972 et après 54 59 59 708. Voilà, c'est écrit sur la fiche. Si vous pouvez, Stéphane, la mettre sur votre fiche aussi du consistoire. Ouais. Et comme ça, au moins, voilà, il y a tous les détails là-bas. Et encore une fois, avec grand plaisir, si vous avez des questions sur mon WhatsApp, avec grand plaisir. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous des très, très bonnes fêtes de Pessah. N'oubliez pas de faire le petit exercice que je vous ai donné à l'écrit. C'est très important de le faire à l'écrit. C'est pour vous. Vous n'avez pas besoin de faire partager vos enfants. D'écrire les 7 choses positives chaque jour que vous voyez chez un de vos enfants. Voilà, je vous souhaite des très bonnes fêtes et une très bonne soirée et Shavua Tov. Avec plaisir, Chantal, il n'y a pas de souci. Merci à vous. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous, Noémie. Avec plaisir, avec plaisir. Bonne soirée. Au revoir. Une semaine, l'exercice. Une semaine. 7 jours. À bientôt. Bonsoir. Bonsoir.